Un alpiniste indien de 45 ans du Bengale occidental est mort près du sommet de l'Everest. Lors de la descente, il a commencé à montrer des signes d'épuisement extrême et de mal des montagnes. Ghost a finalement refusé de poursuivre la descente. C'était le 14 mai 2025 et deux hommes se préparaient pour ce qui aurait dû être le plus grand accomplissement de leur vie. L'un se préparait à ramper dans une tente au camp 4. L'autre commençait son ascension dans l'obscurité vers le sommet de l'Everest. En moins de 24 heures, l'un de ces hommes deviendrait un mystère médical et l'autre prendrait une décision si choquante que même les alpinistes aguerris n'y croiraient pas. Aujourd'hui, je parle des morts sur l'Everest en 2025 qui n'auraient jamais dû arriver. Des morts si psychologiquement troublantes qu'elles remettent en question tout ce que nous pensons savoir sur l'instinct de survie humain. Bienvenue sur Extreme Edge. Aux alentours de 20h, le 14 mai 2025, vers 20h, les campeurs du camp 4 de l'Everest ont vu plusieurs lampes frontales apparaître, s'approchant directement de leur enclos, se rapprochant des tentes oranges. À ce moment-là, ce n'était pas un gros problème. À 8000 mètres, ce groupe de tentes oranges est la dernière étape avant le sommet. C'est aussi au cœur de ce que les alpinistes nomment la zone de la mort. L'une de ces lumières appartenait à Philippe Santiago, un alpiniste philippin de 45 ans. Maintenant, il faut savoir que Philippe n'était pas simplement un autre aventurier fortuné. Je suis un travailleur ordinaire, un ouvrier, et je m'identifie à la lutte quotidienne de l'homme moyen pour mettre de la nourriture sur la table. Nous sommes les outsiders. Il avait dit dans une publication Facebook avant l'expédition « Nous sommes les outsiders ». En tant qu'ingénieur, il avait économisé pendant des années pour ce moment, mais ce n'était pas seulement une question de gloire personnelle. Santiago avait fait ce qu'il appelait une alliance avec Dieu pour donner un sens plus profond à cette passion. Il grimpait pour les enfants atteints de cancer et pour les communautés sans eau potable. Gravir le mont Everest, c'est bien peu comparé aux batailles que ces petits guerriers mènent chaque jour, avait-il dit. Il s'était sûrement entraîné pendant des mois, voire des années, pour cet instant. La plupart des alpinistes de l'Everest le font. Et maintenant, il n'était plus qu'à 8 ou 9 heures du sommet du monde. Il aurait dû être heureux, il aurait dû être ravi. Son voyage vers le sommet du monde était presque terminé. Mais quelque chose n'allait pas. Les collègues de Philippe ont noté que ses épaules s'affaissaient. Ses mots sortaient d'un par à coup, un mot à la fois, et il était visiblement épuisé. Au lieu de l'excitation qu'on attendrait de quelqu'un sur le point de tenter le sommet, Santiago avait l'air abattu. Il se détacha de la corde fixe, se glissa dans la tente orange, la plus proche, et dit à ses collègues ce qui seraient ses derniers mots. « Je vais me reposer maintenant » ou quelque chose comme ça. Maintenant, ces mots simples et normaux sont quelque chose que chaque alpiniste épuisé a déjà dit. Mais ces mots prendraient un sens troublant au matin. Voici ce que vous devez comprendre à propos du camp 4 sur l'Everest. Certains alpinistes plaisantent en disant que c'est le seul campement sur Terre où l'on se réveille plus malade qu'on ne s'est couché. Mais ce n'est pas vraiment une blague. Ça a l'air sûr, je veux dire, regardez, juste une zone plate couverte de tentes, mais c'est un piège. Un parking dans l'une des régions les plus dangereuses nœuds de la Terre où les alpinistes se persuadent qu'ils se reposent alors qu'en réalité, ils luttent contre le temps. À 8000 mètres, votre corps est en train de mourir. Même en restant complètement immobile, votre cerveau manque d'oxygène. Vos poumons se remplissent lentement de liquide, molécule par molécule. Votre cœur travaille 3 fois plus juste pour vous maintenir en vie. La plupart des équipes quittent le camp 4 vers minuit afin d'atteindre le sommet en fin de matinée et de redescendre avant que les vents de l'après-midi ne se lèvent. C'était aussi le plan de Philippe. Pendant que l'équipe s'installait, son compagnon de tente triait son équipement pour l'ascension du sommet à minuit. Il lui jeta un regard, emmitouflé jusqu'au menton dans son sac de couchage, les yeux clos, respirant fortement mais régulièrement. Tout semblait normal. Il pensait sûrement à une fatigue ordinaire. Les heures passaient, 9 heures du soir, 10 heures, 11 heures. Quand minuit arriva et que les alarmes commencèrent à retentir dans le camp 4, le compagnon de tente de Santiago se pencha pour le réveiller, mais il y avait un léger problème. Petit détour sur ce train du chaos. Si tu veux plus d'histoires brutes et non censurées qu'on ne peut pas montrer ici, rejoins la communauté Extreme sur Patreon. On se retrouve sur le vrai Extreme Edge. Il n'a reçu aucune réponse.
Inquiet, il le secoua plus fort, pensant probablement que Santiago dormait simplement profondément. Toujours rien. C'est alors qu'il remarqua. Philippe n'avait pas de pouls. Sa peau refroidissait déjà. Il a rapidement donné l'alerte, mais c'était trop tard. Pendant que les autres alpinistes faisaient fondre de la neige pour leur tentative d'ascension, Philippe était mort tranquillement, sans un bruit, sans lutte. La cause officielle du décès, annoncée par le département du tourisme le 15 mai, était inconnue, mais on soupçonnait l'épuisement ou le mal des montagnes. Mais les médecins spécialisés en médecine de haute altitude savent qu'il existe 2 tueurs silencieux à 8000 mètres. Le premier est l'œdème pulmonaire d'altitude. Vos poumons se remplissent de liquide et vous vous noyez littéralement dans votre propre corps. Le second est un arrêt cardiaque soudain dû à un effort excessif. L'un ou l'autre peut tuer une personne en bonne santé en moins d'1 heure. Santiago avait fait de l'escalade intense cet après-midi-là sur l'Everest, sur des itinéraires qui poussent même les grimpeurs les plus forts à leurs limites. Il est arrivé au camp 4 épuisé. Il s'est allongé alors qu'un liquide s'accumulait dans ses poumons. En fermant les yeux pour se reposer, la noyade s'est achevée. S'il avait fait demi-tour quand cette fatigue s'est installée, il aurait probablement, presque certainement, survécu. Je pense que ce qui rend cette mort si troublante pour moi, c'est qu'un simple contrôle rapide de l'oxymètre de pouls et une descente immédiate, ce qui est la norme sur de nombreux sommets de 8000 mètres, l'aurait presque certainement sauvé. Mais sur l'Everest, il n'y a aucune règle du parc obligeant les équipes à s'arrêter et aucun garde ne vérifie les signes vitaux au camp 4. Dans la zone de la mort, le simple fait de s'allonger est un pile ou face et Philippe est tombé du mauvais côté. Mais aussi douloureuse que fut la mort de Philippe, ce qui s'est passé dans notre histoire suivante défie tout ce que nous comprenons de l'instinct de survie humain. Pour comprendre pourquoi cette mort est si incroyable, vous devez savoir 2 ou 3 choses. Tout d'abord, la marche Hillary. Imaginez un mur de roche et de glace de 12 mètres de haut, maintenant placez-le à 8700 mètres d'altitude, si haut que les avions de ligne volent en dessous de vous. L'oxygène est si rare que votre corps meurt littéralement à chaque respiration. Un faux pas et vous tombez de 3000 mètres en bas de la montagne. La marche Hillary est le dernier obstacle majeur avant le sommet de l'Everest. Ce n'est ni un lieu de repos, ni un lieu où l'on prend des décisions. C'est un endroit où il faut avancer vite, sinon on meurt. Mais il n'y a aucune garantie. Ce qui s'est passé à l'Hillary Step le 15 mai 2025 va à l'encontre de tous les instincts de survie humains. Revenons 19 heures plus tôt quand tout semblait normal. Ceci est l'histoire de Sabrata Ghosh. Sabrata Ghosh rêvait de l'Everest depuis des années. L'homme de 45 ans de Ranaghat, Bengale, avait tout fait correctement. Il avait entraîné son corps, économisé son argent, engagé une entreprise réputée, Snowy Horizon Treks, et on lui avait attribué un guide Sherpa expérimenté nommé Palshan Tamang. La nuit du 14 mai, les 2 hommes se sont préparés pour tenter d'atteindre le sommet. C'est le moment que chaque alpiniste de l'Everest attend, l'ascension finale vers le sommet du monde. Mais Ghosh a pris une décision qui allait entraîner une tragédie. Il souhaitait débuter à 22 heures. Maintenant, cela peut ne pas sembler important, mais sur l'Everest, le timing est crucial. La plupart des alpinistes commencent à leur ascension finale entre minuit et 2 heures du matin. Pourquoi ? Parce que vous devez atteindre le sommet avant la fin de la matinée et redescendre avant que le temps de l'après-midi ne devienne mortel. Commencer à 22 heures signifiait qu'ils prenaient déjà un peu de risque avec le planning. L'horaire les plaçait en tête pour le sommet, sans aucune équipe plus haut sur l'itinéraire. Il n'y aurait pas d'appel radio matinal pour prévenir d'un vent frais ou de nuages. En d'autres termes, il grimpait à l'aveugle. Mais Ghosh s'en fichait, il était excité, peut-être trop excité. Dès le tout début, quelque chose n'allait pas. Ghosh avançait lentement, vraiment lentement, dans le faisceau de sa lampe frontale. Sherpa Tamang, son guide, voyait son client lutter à chaque pas. Je veux que tu t'imagines être Sherpa Tamang à ce moment-là. Tu es responsable de la vie de cet homme, tu vois qu'il avance trop lentement, mais tu sais aussi qu'il a payé des dizaines de milliers de dollars pour cette chance. Il s'est entraîné pendant des années. Est-ce que tu le fais rebrousser chemin ? Est-ce que tu brises ses rêves ? Tamang a pris une décision qu'il regretterait plus tard. Il a continué. Heure après heure, ils ont grimpé dans l'obscurité. Il faisait 40 degrés. Le vent hurlait à 60 miles à l'heure. Chaque pas nécessitait 3 ou 4 respirations haletantes. Et Ghosh continuait à prendre du retard sur le planning.
Lors de toute ascension guidée, un rythme oscillant est un signal classique pour faire demi-tour. Si le Népal appliquait des règles strictes de demi-tour comme certains pays, Tamang aurait pu invoquer la loi, pas seulement son jugement. Et simplement dire « on s'arrête ici ». Mais ils ne l'ont pas fait. Et voilà le problème avec la fièvre du sommet, elle vous fait ignorer les signaux d'alerte. Ghosh avait probablement imaginé ce moment pendant des années, se tenant au sommet du monde, l'accomplissant l'impossible. Cette vision peut être plus forte que la douleur, plus forte que l'épuisement et plus forte que la logique. Tamang a déclaré plus tard que Ghosh était surexcité et n'écoutait pas les avertissements. Il continuait à monter, poussé par un rêve qui était sur le point de devenir un cauchemar. Au lever du soleil, le 15 mai, ils continuèrent leur ascension vers le sommet avec un retard dangereux sur le planning. Puis, vers 11 h du matin, le temps a changé. Un autre alpiniste présent sur la montagne ce jour-là, Suman Sarkar de Bardhaman, a rapporté des conditions si violentes qu'il n'a pu rester au sommet que 15 minutes. La vitesse du vent augmentait chaque heure, transformant le sommet de la montagne en un enfer glacé. Mais Ghosh était allé trop loin pour faire demi-tour. À un moment donné dans l'après-midi, personne ne sait exactement quand, il y est finalement parvenu. Il se tenait au sommet de l'Everest à 29 032 pieds, le point le plus élevé de la Terre. Pendant un bref instant, son rêve était devenu réalité. Ce qui s'est passé ensuite, c'est là que cette histoire prend un tournant que personne n'aurait pu prévoir. La descente a commencé normalement, si tant est que l'on puisse qualifier de normal le fait de dévaler une pente depuis 8800 mètres sous des vents de force ouragan. Ghosh était épuisé. Il était dans la zone de la mort depuis plus de 16 heures. Son oxygène s'amenuisait, son corps était en train de lâcher. Mais il bougeait, il descendait. Il allait y arriver. Puis ils ont atteint la marche Hilary. Ce mur de 12 mètres dont j'ai parlé est encore plus dangereux à la descente. Tu es épuisé, tu manques trop d'oxygène, tu dois le franchir à reculons. Un faux pas signifie la mort certaine. Et là, à l'endroit le plus dangereux de toute la montagne, Sabrata Ghosh s'est arrêté de bouger. Il s'est tourné vers son Sherpa et a prononcé 4 mots qu'on ne devrait jamais dire dans la zone de la mort. « Je ne vois rien ». C'était déjà assez effrayant, mais c'est ce qu'il a dit ensuite qui a fait de cette mort l'une des plus troublantes de l'histoire de l'Everest. Car Ghosh a dit plus que le fait qu'il ne voyait rien. Il a fait une déclaration qui allait à l'encontre de tout instinct de survie humain. Il a dit « Je ne bougerai pas ». Tu dois réaliser à quel point c'est absurde. Quand tu es en danger, ton corps est inondé d'adrénaline, tes muscles se préparent à combattre ou à fuir. Chaque cellule de ton corps hurle pour que tu bouges, pour survivre, pour te mettre en sécurité. Mais il existe une troisième réaction au stress souvent négligée. La sidération. C'est ce qui se passe lorsque votre cerveau décide que la menace est tellement écrasante que ni la lutte ni la fuite ne fonctionneront. Votre corps se met simplement en veille. Pourtant, même en sachant cela, ce que Ghosh a fait ensuite défie toute explication, car à 8700 mètres, dans des vents hurlants et une neige soufflante, il ne s'est pas simplement figé, il a décidé de ne pas bouger. À ce moment-là, Polchen Tamang a immédiatement compris ce qui se passait. La cécité soudaine, le comportement irrationnel et l'arrêt total de la prise de décision normale indiquaient tous une seule chose. C'étaient là des signes classiques, ceux du mal aigu des montagnes. Lorsque le cerveau est privé d'oxygène, son fonctionnement est altéré. Des hallucinations et une perte de vision sont possibles. Vous pourriez prendre des décisions insensées. Mais voici ce qui rend l'affaire de Ghosh si troublante. Il ne s'est pas effondré, il n'a pas perdu connaissance. Il a simplement décidé d'arrêter d'essayer. Il s'est littéralement assis dans un endroit appelé la zone de la mort et a abandonné. Ce qui a suivi, ce sont 8 heures d'enfer qui définissent la compréhension. D'abord, Tamang a essayé de le raisonner. 2 hommes se crient dessus au milieu des vents hurlants, imaginez la scène. L'un suppliant l'autre de sauver sa propre vie. Tu dois bouger. Je ne bougerai pas. Tu vas mourir. Je ne bougerai pas. Pendant des heures, Tamang a supplié. Il a sûrement mentionné tout ce qui lui venait à l'esprit. La famille de Ghosh au Bengale, son exploit d'avoir atteint le sommet, le fait que la sécurité n'était qu'à quelques heures, mais Ghosh ne bougeait pas.
Alors Tamang a fait quelque chose qui montre l'incroyable dévouement des guides Sherpas. Il a décidé de traîner physiquement son client en bas de la montagne. Pendant 4 heures éprouvantes dans l'obscurité, dans la zone de la mort, Tamang a tiré, poussé et porté gauche en bas de la marche Hilary. Chaque mouvement était une agonie, chaque mètre de progression demandait un effort surhumain et après 4 heures de ce supplice, il n'avait parcouru que 100 mètres. C'est à peu près la longueur d'un terrain de football et cela leur avait pris tout ce temps. J'essaie d'imaginer l'effort physique que cela a coûté à Tamang. Au niveau de la mer, porter une autre personne sur 100 mètres serait déjà épuisant. À 8500 mètres d'altitude, là où il n'y a qu'un tiers de l'oxygène dont votre corps a besoin, c'est presque impossible. Il n'est donc pas surprenant qu'après ces 4 heures, Tamang se soit effondré à côté de gauche. Les 2 hommes sont restés assis là, dans la neige, au-dessus des nuages, dans la zone de la mort, et Tamang a fait face à une prise de conscience qui le hanterait pour toujours. Son oxygène s'épuisait, la dure réalité de l'Everest est qu'on transporte une quantité limitée d'oxygène. Si vous en utilisez trop, vous mourrez. Si vous en manquez, vous mourrez. Si vous le partagez avec quelqu'un d'autre, vous mourrez tous les deux. Tamang avait passé près de 16 heures dans la zone de la mort. Il avait passé 8 heures à tenter de sauver un homme qui ne voulait pas être sauvé. Son propre corps était en train de lâcher. Les engelures commençaient à apparaître. Son cerveau dysfonctionnait par manque d'oxygène. Et pourtant, il est resté avec gauche aussi longtemps qu'il a pu. Mais alors que leur réserve d'oxygène s'épuisait complètement, Tamang a été confronté à un type de décision pour laquelle aucune formation ne prépare. Dans des situations de survie, les gens ont fait des choses incroyables. Ils se sont coupés un bras pour s'échapper, ils ont bu leurs propres déchets pour survivre, ils ont mangé des choses que je ne peux même pas mentionner ici. Mais abandonner quelqu'un dont vous êtes responsable, quelqu'un qui est encore en vie, qui respire encore, qui est toujours assis là dans la neige, c'est un tout autre type de décision de survie. Finalement, Tamang a choisi la vie. Il a laissé Subrata Ghosh assis dans la neige près de l'arête Hilary et a entamé sa propre descente désespérée, seul, dans l'obscurité, sans oxygène supplémentaire. Ce qui s'est passé ensuite montre à quel point Tamang a failli rejoindre Ghosh sur la montagne. Lors de la descente, le manque d'oxygène a perturbé le fonctionnement du cerveau de Tamang. Il a commencé à avoir des hallucinations, à voir des choses qui n'étaient pas là, à entendre des voix dans le vent. À un moment donné, il ne se souvenait plus où il était, ni ce qu'il faisait. Imaginez essayer de naviguer l'une des descentes les plus dangereuses du monde alors que votre cerveau vous joue des tours. Chaque pas pourrait vous faire tomber de plusieurs milliers de mètres. Chaque décision pourrait être la dernière, et tout le temps, vous portez moralement le poids de l'homme que vous avez laissé derrière, la promesse que vous n'avez pas pu tenir, la vie que vous n'avez pas pu sauver. D'une manière ou d'une autre, par pure volonté ou par chance de la montagne, Tamang y est parvenu. Il a trébuché jusqu'au camp 4 au lever du soleil après avoir passé près de 20 heures dans la zone de la mort. Ses compagnons d'escalade l'ont trouvé avec de graves engelures, marmonnant de façon incohérente, plus mort que vivant. Il a eu besoin de 2 jours complets pour se remettre assez et raconter ce qui s'était déroulé dans l'obscurité près de la corniche Hilary. Lorsque les équipes de recherche ont finalement atteint la corniche Hilary, elles ont trouvé Subrata Ghosh exactement là où Tamang l'avait laissé. Il était toujours assis dans la même position, portant encore tout son équipement, figé dans la position où il avait décidé d'abandonner. Les 3 mots qui avaient scellé son destin, « je ne bougerai pas », étaient devenus son épitaphe. Ce qui rend cette mort si troublante, c'est que Ghosh soit mort sur l'Everest. Des gens meurent sur l'Everest chaque année. Il a choisi ce destin. Il s'est assis à l'endroit le plus dangereux de la planète et a refusé d'essayer de se sauver. Bien sûr, Ghosh était dans la zone de la mort depuis plus de 16 heures quand il s'est assis. Son corps était en train de s'arrêter. Son cerveau fonctionnait mal à cause du manque d'oxygène. Mais d'autres alpinistes ont survécu plus longtemps dans la zone de la mort. D'autres alpinistes ont surmonté une fatigue semblable. Qu'est-ce qui a rendu Ghosh différent? Pourquoi a-t-il abandonné alors que d'autres continuaient à se battre? J'ai lu des dizaines de récits sur le mal d'altitude, et même si cela affecte la prise de décision, cela ne pousse généralement pas les gens à abandonner complètement. La plupart des alpinistes, même gravement diminués, gardent un instinct de survie qui les pousse à redescendre. Subrata semblait avoir fait le choix conscient de mourir sur cette montagne, plutôt que de renoncer à son exploit au sommet. C'est comme si, une fois arrivé au sommet, une partie de lui,
avait décidé que cela suffisait, qu'il préférait mourir en ayant accompli son rêve plutôt que de vivre en sachant qu'il avait dû l'abandonner. Sans surprise, la décision de Tamang a provoqué des réactions. Certains soutiennent qu'un guide ne devrait jamais abandonner son client, quelles que soient les circonstances. L'autre camp affirme qu'il a fait la seule chose rationnelle, que rester aurait signifié 2 morts au lieu d'1. Mais je pense qu'il existe une troisième option dont personne ne parle. Et si Sobrato voulait qu'on le laisse seul? Et s'il avait déjà décidé de son sort et que les tentatives de Tamang pour le sauver ne faisaient qu'allonger sa souffrance? Je ne sais pas. C'est une pensée sombre, mais cela pourrait expliquer pourquoi une personne normalement rationnelle s'assierait dans la zone de la mort et refuserait de bouger, même face à une mort certaine. La mort de Ghosh n'était pas seulement due à une seule mauvaise décision, réfléchissez-y et partagez vos réflexions dans les commentaires. C'était une cascade de choix évitables. N'importe quel alpiniste expérimenté qui regardait aurait crié « Faites demi-tour » à plusieurs reprises, mais sans règles strictes et avec la fièvre du sommet troublant le jugement, la tragédie a continué. Personnellement, je pense que le courage dont Paul Chen Tamang a fait preuve, d'abord en essayant de sauver Ghosh pendant 8 heures, puis en prenant la décision la plus difficile de sa vie, était remarquable. Même si cela rend la tragédie encore plus déchirante, cela me rappelle que même dans les pires situations, les gens peuvent faire preuve d'une force incroyable. Tamang aurait pu partir dès que Ghosh s'est assis. Il aurait pu s'épargner des heures d'agonie et de risque, mais il est resté. Il a essayé. Il a tout donné. Jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Que ferais-tu si quelqu'un dont tu étais responsable abandonnait simplement? S'il s'asseyait dans un endroit mortel et refusait de bouger, combien de temps essaierais-tu de les sauver? Jusqu'où serais-tu prêt à aller? Quel risque prendrais-tu? C'est ça, la vraie histoire ici. Ce n'est pas seulement qu'un homme a abandonné dans la zone de la mort, mais qu'un autre homme a refusé de l'abandonner jusqu'à ce qu'il n'ait vraiment plus le choix. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage,